Afrique Invest, en partenariat avec Attijari Wafa Bank. Bonjour à vous tous. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, ce pays de 28 millions d'habitants, enregistre l'un des taux de croissance les plus soutenus en Afrique subsaharienne. En 5 ans, les investissements publics et privés ont fait bondir le PIB réel à 5,4%. Nous sommes avec, depuis Abidjan, avec Madame Solange Amichia, directrice générale du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Et nous sommes également en présentiel avec Daouda Coulibaly, directeur général de Tijari West Africa. Merci, madame, d'être là, même si éloigné, nous sommes avec vous de cœur. Merci, monsieur Coulibaly. La première question que j'ai envie de poser à tout seigneur, tout honneur, évidemment, c'est à madame Amichia. De quoi, par exemple, en quoi la Côte d'Ivoire se positionne aujourd'hui en véritable hub en matière d'investissement en Afrique? Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honoré d'être parmi vous. Alors, la Côte d'Ivoire, c'est près de 30 millions d'habitants. Comme vous le savez, c'est presque tous les pays africains. 75% de la population ont moins de 35 ans. C'est une économie libérale, puisque 74% du PNB est attendu du secteur privé. On est un pays qui est très stable politiquement. On travaille sur des réformes économiques très importantes. Le PIB par habitant est de 2530 $. 2530 $. Donc, on a un taux de croissance en moyenne depuis 10 ans aux alentours de 6%. Et on est la première économie de la zone UMOA. On représente 40% du PIB des 8 pays qui constituent l'UMOA, donc 145 millions d'habitants. On est la deuxième puissance économique de la CEDEAO et qui comprend 15 pays et 400 millions d'habitants. La partie la plus intéressante aujourd'hui en termes de ranking de la Côte d'Ivoire, c'est qu'on est la troisième économie francophone après l'Algérie et le Maroc. Et sur le continent africain, on a la 9e économie. Et la 3e économie qui attire les IDE. Donc, c'est ces éléments qui sont très importants, mais ça vient du fait qu'on a une économie très dynamique, on a des infrastructures économiques et sociales de qualité, on a des avantages aussi, on va parler plus tard, les avantages qu'on donne aux investisseurs, mais je pense que c'est la raison pour laquelle les investisseurs viennent, c'est que on a une économie très dynamique, on a des infrastructures très importantes pour que du point de vue industriel, du point de vue des routes, du point de vue des aéroports et des ports. Je vais m'arrêter là. Voilà, nous continuerons effectivement à parler peut-être beaucoup plus en détail de ces avantages. Daouda Coulibaly, on a entendu donc Madame Amichia parler de ces avantages en question. Si on doit citer quelques grands indicateurs, on va dire, économiques et de stabilité, et là je fais allusion au PIB, au climat politique d'une manière générale, à la démographie. Voilà, si on doit citer quelques indicateurs, ce seraient lesquels, surtout, en tout cas, ceux qui illustrent aujourd'hui une certaine attractivité? Alors, merci en tout cas donc de m'avoir invité. Donc, je pense au-delà donc des indicateurs donc qui ont été cités par Madame Amichia, donc la DG donc de CPC, mais c'est surtout aussi donc l'évolution, la transformation donc de la Côte d'Ivoire donc en 10 ans. Je pense qu'elle a signalé sur en fait les 10 dernières années, nous avons en fait un taux de croissance moyen qui est entre 6 et 7%, ce qui est quand même très intéressant. Et j'ajouterais aussi qu'on a une économie très variée, et donc à la fois donc agricole, donc agro-industrielle, à la fois minière, parce qu'aujourd'hui on commence à découvrir de plus en plus de mines dans le Côte d'Ivoire, et nous avons aussi découvert donc très récemment donc des gisements donc de pétrole, de gaz qui permettent à la Côte d'Ivoire de rentrer en fait dans le club très fermé, en tout cas des pays producteurs de certaines quantités en fait donc de gaz et de pétrole. Après derrière en matière donc de chiffres, de financement, vous avez en fait donc pour le secteur financier, vous avez donc le total des banques qui a été multiplié en fait sur 10 ans, sur 10-15 ans, qui a été multiplié quasiment en fait par 5. Si je prends donc le groupe Tijari,
Donc, précisément, comme on parle de la Côte d'Ivoire, le total bilan donc, de la Société ivoirienne de banque, la filiale de Tijari donc, en Côte d'Ivoire, alors, un total bilan qui était à peu près donc, de 350 milliards de francs CFA, qui aujourd'hui en fait est à un peu moins de 1700 milliards de francs CFA. Ce qui montre quand même qu'il a été multiplié quasiment en fait par 4. Et donc, ça montre donc le dynamisme donc de la Côte d'Ivoire, de l'économie, parce qu'aussi, donc, les investisseurs sont là, on a besoin donc de les accompagner. Et le résultat aussi, pareil, a été donc multiplié quasiment, lui, par 6, par 7. Voilà, donc c'est des indicateurs, en tout cas, ce qui concerne donc, la filiale, donc, qui sont très fortes. Nous avons 13 agences, donc nous sommes aujourd'hui à quasiment 70 agences, donc à l'image de ce que le groupe Tijari sait faire donc, au Maroc. Voilà. Madame Amichia, justement, à travers tout ce constat qui a été dressé, est-ce que la stratégie, la politique de la Côte d'Ivoire s'en est trouvée un tout petit peu peut-être modifiée en direction des investisseurs potentiels? Oui, en fait, la stratégie qu'on a mis en place, c'est d'attirer des IDE dans des secteurs d'investissement. Et ces secteurs, en fait, je pense que Daouda en a parlé un tout petit peu, ce sont les secteurs donc de l'agriculture, l'agro-industrie, donc la transformation de nos matières premières, mais aussi sur les développements des mines. Donc aujourd'hui, on est en montée sur l'industrie extractive, mais aussi sur l'industrie de la transformation de nos mines, et puis sur les énergies renouvelables. Avec donc effectivement, vous savez qu'on a un pays agricole, donc on a beaucoup de déchets et de résidus agricoles. Donc aujourd'hui, tout ce qui est transformation de la biomasse en énergie, mais vous avez aussi d'autres secteurs comme les secteurs industriels sur les 7 clusters industriels qui sont, je peux peut-être les citer rapidement, hein, l'agro-industrie, la chimie-plasturgie, les matériaux de construction parce qu'on n'a pas assez de logements. Les 3 clusters les plus importants, c'est l'industrie pharmaceutique, l'industrie textile qu'on veut redémarrer, l'industrie de montage automobile et de pièces détachées, parce que la Côte d'Ivoire est le premier poste d'importation de notre balance commerciale, c'est les pièces détachées automobiles. Donc à un moment donné, c'est important que nous aussi on puisse produire ces pièces-là. Et donc tout ce qui est montage automobile, la Côte d'Ivoire se positionner comme un hub de la mobilité verte. Donc tout ce qui est électrique, scooter électrique, banque de chargement, montage de voitures électriques. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se positionner sur ce secteur-là. Donc, il y a plusieurs autres secteurs, mais l'idée, c'est vraiment de transformer nos matières premières, comme le cacao, le cachou, l'EVA, le coton, la mangue. Je posais la question tout à l'heure à M. Coulibaly à propos peut-être un peu de la transformation digitale opérée par le groupe Tijari. Est-ce que cela renforce aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui cela peut renforcer justement les différents services offerts par le groupe, les services financiers en matière de gestion justement des investissements actuels et peut-être même à venir? Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, l'avantage de Tijari, c'est d'être un groupe africain, d'avoir son ADN africain, c'est de comprendre donc l'Afrique. Ça lui permet d'avoir une avance sur la compréhension de l'Afrique, et ça, c'est très important. Et nous avons, ça a été rappelé, donc une population qui est relativement jeune et qui est habituée en fait donc à ces outils digitaux. Et donc, il est important que nous puissions en fait donc travailler sur ces outils pour les mettre donc à leur disposition. Donc, nous avons donc l'avantage d'avoir le groupe donc qui est là avec un vrai savoir-faire et qui nous accompagne dans cette digitalisation de l'ensemble des services, et donc que ce soit dans tous les pays et avec une force, c'est en fait d'avoir un modèle unique pour l'ensemble des pays où nous sommes, donc dans la zone UEMOA. Et donc aujourd'hui, ça se passe très bien. Donc au Sénégal, si je peux citer un pays en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal avec des wallets qui sont très utilisés, avec des chiffres records, avec des nombres de transactions donc records, qui montrent en fait que nous avons raison donc d'aller dans cette dynamique-là. Et ce modèle est en train donc d'être dupliqué dans l'ensemble en fait des autres pays donc de l'UEMOA. Et ça permet effectivement d'accéder aux clients là où ils sont, de pouvoir en fait briser les chaînes, de pouvoir les servir de manière fluide, de pouvoir aller là où nous n'avons pas d'agence,
et donc de pouvoir servir donc ces clients-là et de pouvoir aussi donc les accompagner tous les jours dans leur service, dans leurs besoins quotidiens de façon fluide, c'est qu'ils aient besoin de se déplacer physiquement de là où ils sont et de pouvoir traiter les opérations. Alors là, nous avons énormément, évidemment, d'investisseurs potentiels qui nous regardent et qui nous écoutent. Sur le terrain même des opérations, comment cela se pratique, comment cela se fait s'il y a effectivement des informations à leur donner, ce serait lesquelles, par exemple? En matière de digitalisation ou bien pour rentrer en contact pour rentrer en contact d'une manière ou d'une autre? Pour rentrer en contact d'une manière ou d'une autre, vous avez en fait donc soit vous avez donc le groupe et donc qui permet avec une direction qui est la Banque de l'État et l'International qui en fait donc renvoie dans le pays donc dont vous avez le plus besoin. Soit vous avez en fait donc la filiale, la holding que je dirige, Attijari West Africa, qui elle rayonne sur la zone UMOA. Nous sommes présents dans 7 pays sur les 8 de l'UMOA. Donc, nous pouvons donc vous accompagner et vous donner des informations à la fois en matière d'investissement, à la fois en matière de financement, en matière aussi de conseil par rapport donc à ces 7 pays-là. Et sinon, après, derrière, vous avez donc par les filiales, précisément, si vous voulez aller donc en Côte d'Ivoire, et nous pouvons donc vous orienter vers la filiale ivoirienne. Et nous avons mis en place une direction, qui est la direction de coverage, qui permet justement aux multinationales de pouvoir avoir des interlocuteurs dédiés et de pouvoir, en fait, de façon globale, pouvoir, en fait, parler de leurs projets, que ce soit en direction de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Sénégal, du Maroc, ou même de l'Europe, avec des desks qui sont donc implantés en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique, donc justement pour avoir donc une porte d'entrée et qui permettent effectivement de rayonner sur l'ensemble de nos pays donc de présence. Alors, Solange Amichia, on a entendu Monsieur Coulibaly effectivement parler de ces investisseurs potentiels. Il leur a donné quelques conseils justement pour pouvoir mener à bien leur projet en Côte d'Ivoire, mais au niveau peut-être stratégie, au niveau politique et les avantages offerts par l'État ivoirien pour encourager justement l'arrivée de ces capitaux étrangers. Qu'est-ce qui est fait pour opérationnaliser tout cela? Alors, je voulais juste rajouter des éléments importants sur la partie éthique. C'est qu'il faut savoir que effectivement la Côte d'Ivoire est routée en fibre optique sur près de 5200 kilomètres. Et on a, vous savez, une population de moins de 30 millions et on a plus de 29 millions d'abonnés sur l'Internet mobile. Donc ça, c'est un élément important. On a un taux de pénétration de 93% sur l'Internet. On a un taux de couverture, même de la 4G, à 65%. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, en termes d'infrastructure et de télécom, la Côte d'Ivoire est bien desservie. Ça permet effectivement aux entreprises qui veulent s'installer dans l'e-commerce, qui veulent s'installer, le système bancaire, tout est informatisé. Donc, c'est des éléments importants comme ça qui permettent aux entreprises de s'installer en Côte d'Ivoire aussi. Alors, au niveau des avantages, nous, on est le CPC, donc le Code des investissements est logé au CPC. Et le Code d'investissement offre des avantages fiscaux et douaniers. Et l'État de Côte d'Ivoire a décidé que ces avantages en termes d'exonération upfront seront donnés pour les secteurs qu'ils ont considérés comme prioritaires. Donc, les secteurs prioritaires, c'est l'agriculture, l'agro-industrie, l'agroalimentaire, la santé, donc tout ce qui est la santé, donc incluant l'industrie pharmaceutique, mais aussi tout ce qui est hôtellerie, au-delà de 5 milliards de francs CFA ou de 2 milliards si vous êtes à l'intérieur du pays. Alors, il y a un régime qui est un régime de déclaration où vous avez que le montant que vous investissez, vous avez droit simplement à des exonérations fiscales. Mais par contre, si vous êtes une grande entreprise, si vous investissez un minimum de 200 millions de francs CFA, vous avez droit à des avantages. Si vous êtes une PME, vous investissez un minimum de 50 millions, c'est là où vous avez droit à ces avantages d'exonération ou de crédit d'impôt. Alors, effectivement, certains secteurs sont exclus comme la banque et les finances, je suis désolé. C'est vrai que ça paraît bizarre puisque les banques, ce sont celles qui investissent aussi un réseau de branches à l'intérieur du pays avec des infrastructures importantes en télécom, aussi en construction. Mais la banque est exclue du secteur des produits éligibles au code des investissements, ainsi que le commerce.
Mais par contre, tout ce qui est manufacturier, pardon? La question que je vous ai posée, vous m'avez parlé justement de l'exclusion des banques, justement de ce système-là. Voilà, je vous ai demandé pourquoi. Ah, c'est ce que je disais en fait. Dans le code des investissements, c'est un code générique qui regarde la valeur ajoutée, c'est-à-dire vous avez un produit de base et vous rapportez de la valeur avant de le vendre. C'est pour ça que le commerce est exclu. Donc la finance et la banque est considérée, même les professions libérales aussi sont exclues. Hein. C'est considéré comme je prends de l'argent, je mets dans le compte, je vous donne. Donc en fait, c'est une transaction commerciale. C'est assimilé à ça. Nous, on s'est un peu battu là-dessus parce qu'on s'est dit que les banques, le fait, comme je disais, qu'elles faisaient des infrastructures et qu'elles se déployaient à l'étranger, à l'intérieur du pays, et qu'elles offraient des services parce qu'elles ont besoin d'installer des infrastructures de télécom et tout, devraient être éligibles, mais pour le moment, c'est pas encore passé. Mais bon. Donc la banque et les finances, tout ce qui est profession libérale et tout ce qui est commerce n'est pas éligible. Donc tout ce qui est industrie, par contre, manufacturier, logistique, formation, agriculture, agro-industrie, la santé, tout ça c'est éligible au code des investissements. On a retiré certaines activités comme par exemple la transformation du bois de première transformation parce que on veut aller un peu plus loin sur par exemple les matériaux de construction dans l'ameublement qui devient important en Côte d'Ivoire. Donc c'est la deuxième et la troisième transformation maintenant qui sont éligibles. On a aussi réduit on n'a même pas réduit, on a retiré des avantages, par exemple le conditionnement de produits importés. C'est quelqu'un qui envoie du truc en vrac comme du lait et qui le met en boîte et qui le vend, il n'y a aucune valeur ajoutée même s'il rajoute quelques vitamines. Donc c'est vraiment ça, tout ce qui est par exemple hangar frigorifique aussi, c'est un service qui aujourd'hui a été retiré. Mais bon, par contre l'entreposage et la location d'entrepôt a été retiré aussi. Donc il a fallu rationaliser notre code, mais il est très ouvert, comme je dis, sur les secteurs prioritaires de l'État, donc tout ce qui est industrie manufacturière, mais aussi l'industrie de l'extraction, c'est-à-dire tout ce qui est minerai, transformation du minerai, tout ce qui est aussi transformation de déchets et des processus agricoles en biomasse et en énergie. Monsieur Coulibaly, en quoi la Côte d'Ivoire serait spécifique, en tout cas au regard peut-être du monde financier, du monde bancaire, par rapport peut-être aux autres pays justement de la région qui pourraient être intéressés par le secteur financier justement, par votre groupe? D'accord. Merci. Je pense que ça a été plus ou moins dit donc, dans nos interventions diverses. Hein. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la principale économie de l'UEMOA. C'est 40% à peu près du PIB donc, de l'UEMOA. Et c'est la deuxième puissance après donc, le Nigeria donc, dans la CEDEAO. Donc quand vous parlez donc, du UEMOA, vous parlez de 140 millions à 150 millions donc, d'habitants. Donc en vous installant en Côte d'Ivoire, le cœur battant. Voilà, le cœur battant, vous pouvez en fait donc arroser tous les pays en fait donc qui sont dans l'UEMOA. Et quand on passe à l'échelle de la CEDEAO, on intègre donc le Nigeria, le Ghana et tout ça. Là, on passe à un horizon de à peu près 400 millions donc, d'habitants. Donc, ça vous donne en fait donc certains avantages, en tout cas pour attaquer un marché qui soit beaucoup plus important. Et ça a été également dit, donc les infrastructures ivoiriennes sont largement, donc c'est pas pour être prétentieux ou en fait une insulte à l'égard des autres pays, mais par rapport donc aux autres pays en matière de port, en matière d'aéroport, en matière de route, en matière donc d'infrastructures ferroviaires. Donc tout ça, ça donne quand même un avantage en fait qui est donc à la Côte d'Ivoire en termes donc de possibilités d'investissement. Et après surtout, donc on a dit, c'est une économie qui est très variée et qui est très dynamique. Et donc, vous avez tous les secteurs qui sont aujourd'hui en croissance. Vous avez beaucoup de pays qui sont orientés sur la production de produits pétroliers. Mais en Côte d'Ivoire, vous avez ça, vous avez le gaz, mais vous avez aussi d'autres activités, d'autres secteurs qui sont aussi intéressants. Premier producteur de cacao, premier producteur de noix de cajou. Donc voilà, donc ça aussi, ça donne l'exemple avec une population qui est bien formée, relativement bien formée et qui est jeune, et qui est à la disposition donc, des entrepreneurs. Et donc, je pense en fait que, donc, c'est pour ça que
Attijari a très tôt, très compris, et donc en s'installant là-bas en Côte d'Ivoire, avant même les élections de 2010, dans une période où nous étions encore en crise, mais justement pour anticiper donc ce développement-là. Et donc aujourd'hui, fait partie d'un des premiers groupes bancaires donc, en Côte d'Ivoire et qui est capable de vous offrir en fait la palette des services financiers, que ce soit la banque pure, que ce soit le financement de projets, que ce soit en fait donc l'intermédiation en bourse, que ce soit donc la gestion d'actifs, donc avec les LGO, que ce soit en fait donc la banque d'affaires avec la Tijari Finance Corp pour West Africa qui est installée, mais que ce soit aussi en fait avec les intermédiaires financiers avec comme Wafa Cash West Africa qui est installé et en fait également enfin donc au niveau de l'assurance avec Wafa Assurance qui est installé. Donc on est capable en fait donc de vous fournir la palette des services financiers dont un investisseur a besoin donc que ce soit en Côte d'Ivoire mais aussi donc dans la zone. Solange Amichia, on vous a un tout petit peu perdu tout à l'heure. Nous sommes contents que vous soyez de retour. Qu'est-ce qui reste comme enjeu finalement pour les autorités ivoiriennes pour pouvoir sécuriser les investissements étrangers sur place? Alors, l'élément le plus important aujourd'hui, c'est d'augmenter le volume des FDIs, les volumes des IDE, et dans les secteurs bien précis. C'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, c'est de pouvoir augmenter ces IDE. Parce que le niveau des IDE a un peu baissé, mais c'est parce que c'est un secteur qui est très compétitif. Donc, aujourd'hui, le Vietnam est à 4%, nous on est à 1 et quelques. On cherche à aller à 2,5. Et l'élément le plus important, enfin 2,5 du PIB. L'élément le plus important pour nous, c'est d'identifier dans nos nouveaux PND, puisqu'on est en train de travailler justement sur le nouveau PND 2026-2030, les secteurs qui sont les secteurs stratégiques sur lesquels la Côte d'Ivoire veut attirer les IDE. Et donc, je vous en ai cité quelques-uns, donc l'industrie extractive, l'industrie de transformation de nos déchets en biomasse et en énergie, les énergies renouvelables, tout ce qui est industrie, agro-industrie, mais aussi la formation. C'est les secteurs qui aujourd'hui, le capital humain, donc pour pouvoir faire face à tout ce qui est nouvelles technologies, développer un peu plus les startups. Donc ces éléments-là sont des éléments sur lesquels on est en train de travailler aujourd'hui pour le nouveau PND. Donc les enjeux aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'allais dire, les smart FDI, c'est quels sont les IDE qu'on veut attirer. Je vous ai dit que la Côte d'Ivoire veut se positionner comme un hub de mobilité verte. Donc ça aussi, ce sont des investissements qu'on veut attirer en Côte d'Ivoire. Donc il y a plusieurs pochettes comme ça. Et donc pareil, une industrie de transformation de nos produits. Aujourd'hui, on a transformé presque 100% de notre TVA. On est à plus de 50% de cacao. On est à plus de 30% du cachou. Donc on essaie d'augmenter en fait ces niveaux de transformation. Mais on va aller un peu plus loin. On veut transformer tout ce qui est riz, tout ce qui est cassava, le manioc, pour faire de l'éthanol aujourd'hui, du biocarburant. Donc, on est vraiment de la shell de cachou aussi pour faire du biocarburant. Donc, on est vraiment sur des nouvelles niches, comme je vous ai dit, la transformation du minéral. Mais sur ces niches-là, et c'est vraiment de pouvoir positionner la Côte d'Ivoire sur des secteurs bien précis sur lesquels on a un avantage compétitif comme le cacao, mais aussi où on veut se positionner sur des niches et des secteurs beaucoup plus à valeur technologique. S'il est un appel à lancer en direction des investisseurs marocains, et d'ailleurs c'est le moment, quels seraient peut-être les secteurs sur lesquels vous insisterez justement auprès de ces investisseurs? Quel serait le secteur porteur pour la Côte d'Ivoire? Alors, je dirais l'agriculture, l'agro-industrie, l'agro-food, parce que l'agroalimentaire, le Maroc est extraordinaire. Et tout ce qui est production de semences et d'intrants, donc au CP, est là est là pour faire des blindes. Ils ont fait des blindes en fait de fertilisants. Donc tout ce qui est production de semences, de légumes et de fruits, tout ce qui est transformation alimentaire, donc vraiment de l'agroalimentaire, le Maroc se positionne vraiment dans un très fort. Et puis je dirais tout ce qui est formation, capital humain. Donc aujourd'hui, le Maroc a réussi à se positionner, par exemple, sur des secteurs comme l'aéronautique, des secteurs sur le montage auto,
les secteurs de grandes industries ou de grands secteurs où il y a de la valeur ajoutée, de l'innovation. Donc, je pense qu'au niveau de la formation, ça peut être aussi très intéressant et aussi, bien sûr, du financement. C'est vrai qu'on ne donne pas d'exonération pour les financements, mais je pense que c'est intéressant de pouvoir financer la partie ivoirienne. Et là, c'est là j'attends la CIBA. La partie ivoirienne, parce que nous, on recherche à faire des partenariats. Donc, aujourd'hui, nous, on est sur une dynamique, donc le CPC, on est sur une dynamique de faire des partenariats interafricains, parce que c'est là que ça va se jouer, puisque la ZLECAf, aujourd'hui, il faut pouvoir attaquer la ZLECAf avec des produits qui sont faits en Afrique. Donc, le partenariat Maroc-Côte d'Ivoire peut se positionner justement sur des partenariats comme ça pour pouvoir produire localement en Côte d'Ivoire dans la chaîne de valeur. Quelque chose peut être fait au Maroc ou en Côte d'Ivoire et fait au Maroc et attaquer la ZLECAf pour pouvoir prendre des parts de marché et donc développer tout ce qui est logistique, développer tout ce qui est formation, développer tout ce qui est transformation industrielle, des produits de grande consommation qui aujourd'hui, nous, on trouve que c'est normal d'avoir certains produits de consommation, le Maroc aussi, mais c'est pas évident dans tous les pays, surtout les pays de l'Afrique centrale. Donc c'est une opportunité très forte de pouvoir, à partir de la Côte d'Ivoire ou à partir du Maroc, mais en joint venture, de pouvoir attaquer ces marchés-là. Et donc, bien sûr, il faut du financement, il faut de la technologie, et puis il faut des matières premières. Donc nous, on a des matières premières, on a les marchés. Donc maintenant, on attend que le Maroc envoie la formation et puis l'innovation et le financement. On va faire un tout petit peu le jeu contraire, si vous le permettez. Cette fois-ci, pour les investisseurs potentiels ivoiriens qui seraient peut-être intéressés par le marché marocain. Qu'est-ce qui est fait en matière de stratégie? Est-ce que vous avez beaucoup insisté tout à l'heure sur le mot partenariat? Est-ce qu'à ce niveau-là, ce mot partenariat est fort et d'actualité? Alors, c'est vrai que moi, je ne travaille pas sur le commerce, en fait. On est sur la partie investissement, mais c'est la partie commerciale, en fait, aujourd'hui, qui souhaite être développée sur le Maroc. On a des produits aujourd'hui qui sont très complémentaires du Maroc, par exemple, quand on parle du manioc, quand on parle de l'igname, quand on parle de la banane plantain. Tout ça, quand vous faites de la farine, ce sont des produits qui sont importants pour la pharmacie, sont importants pour la colle, sont importants pour les denrées des enfants. Ce sont dans l'agroalimentaire aussi. Donc, ce sont des produits qui sont transformés ici en Côte d'Ivoire qui devraient pouvoir entrer dans les marchés marocains. Vous avez aussi tout ce qui est, donc je pensais vraiment à l'agroalimentaire. Au niveau commercial, c'est vraiment tout ce que je vois. Comme je dis, moi je travaille dans l'investissement. Donc ce que les Ivoiriens ou ce qu'ils pourraient investir au Maroc, c'est peut-être effectivement dans la production de certains produits tempérés, qui a besoin de climat tempéré. Qu'on n'a pas en Côte d'Ivoire. Si on veut, par exemple, attaquer certains marchés d'Europe de l'Est ou attaquer certains marchés asiatiques. Daouda Coulibaly, le mot partenariat, il est à sa juste valeur aussi dans le secteur bancaire? Oui, il est à sa juste valeur, parce que vous avez en fait aujourd'hui quand même 3 grands groupes bancaires marocains qui sont installés donc en Côte d'Ivoire, qui apportent donc la valeur et qui ont permis donc de financer l'économie donc ivoirienne et qui en fait aussi permettent aux investisseurs marocains de venir plus aisément donc investir en Côte d'Ivoire. Et en échange aussi, vous avez en fait la possibilité certainement des hommes d'affaires donc ivoiriens qui utilisent ces mêmes réseaux bancaires pour pouvoir investir donc au Maroc, qui a acheté donc une maison, des résidences secondaires, qui a acheté donc une affaire au Maroc. Et donc ça, on a des cas comme ça qu'on a accompagnés. En plus, avec le Forum Afrique Développement, qui est organisé par le groupe Tijari, qui met en fait face à face des investisseurs donc, africains, donc beaucoup qui viennent de Côte d'Ivoire, et des investisseurs donc, marocains, et ça permet de créer donc, des joint ventures, à la fois en fait donc, au Maroc, mais aussi donc, en Côte d'Ivoire. Et donc ça, c'est vraiment ce partenariat-là, c'est un exemple de partenariat donc, très fort et que nous accompagnons chaque année sur le forum. Nous avons en fait
un peu plus quasiment plus de 5000 B2B, pas seulement avec des Ivoiriens, mais avec en fait donc des ressortissants donc, de l'Afrique subsaharienne et qui sont intéressés par exporter leurs produits vers le Maroc ou importer donc du Maroc. Donc c'est vraiment cette Afrique-là, comme ça a été dit, donc avec la ZLECA, cette Afrique qui gagne, qui est partenaire, qui marche ensemble. Et c'est ça en fait aussi un des rôles moteurs qui est dans l'ADN du groupe Tijari. Alors, qui dit partenariat dit évidemment prise en compte des enjeux ESG, Oui. Environnement social et gouvernance. Est-ce que cela impacte vraiment les différents projets soutenus par la banque? Oui, bien sûr. Vous savez en fait que notre maison mère, c'est Almada. Almada, Positive Impact, impact positif. Et donc, bien sûr, donc que ce soit au niveau donc de Almada qui les décline, je suis dans le groupe Tijari, Tijari qui les décline dans ses filiales, c'est important pour nous en fait tous les projets sont regardés sur l'ESG qui passe dans une grille très stricte et qui permet de nous assurer que c'est des projets qui vont en fait impacter à la fois socialement, de façon environnementale et en fait qui vont permettre à l'économie en tout cas donc d'évoluer de façon équilibrée, de telle sorte à laisser un impact qui soit fort, un impact positif. Voilà, nous arrivons au terme de cet entretien. Merci beaucoup. Je remercie vivement Madame Solange Amichia, directrice générale du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Vous étiez avec nous, je le rappelle, depuis Abidjan, la capitale. Je remercie également Daouda Kodibadi, directeur général du groupe Tijari West Africa. Encore une fois, mes remerciements les plus sincères et merci à vous de nous avoir suivis au cours donc de cette émission Afrique Invest et à très bientôt.